France Inter aime... Ahmed, tu peux dire au revoir, hein? Tu veux toujours pas me serrer la main? Le jeune Ahmed, le nouveau film de Jean-Pierre et Luc Dardenne, en sélection officielle au Festival de Cannes. Tu serais d'accord qu'on discute du Coran une fois par semaine tous les deux? Je peux pas lire le Coran avec une femme. En Belgique aujourd'hui, Ahmed, 13 ans, est pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie. C'est la deuxième fois que je viens, mais c'est encore plus dur que la première. J'aimerais tellement que tu redeviennes comme t'étais. Le jeune Ahmed, actuellement au cinéma, un film France Inter. 17h08 déjà sur France Inter. Oui, déjà. Je vous dérange pas, Charline Vanhoenacker? Mais pas du tout, Nasser. On est très heureux de reprendre l'antenne que vous nous passez si gentiment. Profitez-en. Après nous avoir informés. Merci Nasser Madji. Salut. Salut. Salut les amis. Salut Clara. Oh, quelle chance nous avons. Nous recevons une auteure latino-américaine. Oui, mais plus exactement une chercheuse franco-vénézuélienne. Claro que si. Oh, la littérature latino, moi j'adore. Le lyrisme, le réalisme magique. Fidel Castro, Simon Bolivar. Non, attendez là. Garcia Marquez, Borges, Cortázar. Non, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Paula Vázquez Lezama, elle est vénézuélienne. C'est comme si vous disiez Brel Magritte Hergé, c'est des artistes français. Bah quoi, ils sont pas français? Allez, citez-moi des figures vénézuéliennes pour c'est voir. facile ça, Chavez. Ouais, bien Guillaume. Ah oui, c'est celui qui a inspiré Mélenchon. La République, c'est moi. Ça va, c'est bon. Clara, une idée? Miss Univers. C'est quand même le pays où il y a le plus de Miss. C'est peut-être pas le sujet majeur en ce moment là-bas. Si, un peu. Moi, j'aurais pas eu besoin de faire l'école des Miss. J'ai un maintien de reine. Mais Clara, le Venezuela, c'est l'opposé de la royauté. C'est le pays de la révolution bolivarienne. C'est le socialisme du 21e siècle. Attendez, si je peux me permettre, parce que j'ai lu le livre, le Venezuela fait face quand même à d'autres problématiques que l'opposition entre socialistes et conservateurs. Ah bon? Notre invitée, elle explique la situation en revenant notamment sur la période Chavez. Elle est pour, évidemment. Oh, mais enfin, ça suffit. Tu sais à quoi ça les a menés, ton socialisme du 19e siècle? C'est vrai, là c'est quasi apocalyptique. Pénurie alimentaire, insécurité, répression. C'est comme ici quand Clara est là. Pénurie de chocolat, insécurité, rôle de journaux de droite, j'en passe, c'est les meilleurs. Non, mais attends, et avec Meurice, c'est mieux. Corruption généralisée, délabrement vestimentaire, dictature végane, et j'en passais des meilleurs. Stop, calmez-vous, ou j'envoie l'armée. Bonjour la France Inter, bienvenue dans la Start-up émission, cet espace où le temps de parole de l'actualité doit être égal à celui de la blague. Et voici le temps qui sera donc accordé à l'information. La crise politique divise le Venezuela entre partisans du président Maduro, dont le second mandat est contesté par une partie de la communauté internationale, et les partisans du président autoproclamé Guaido, soutenu par le Parlement. Un pays en crise, de présidents qui ne s'apprécient pas des masses donc. Tu cherches ton pote le général, hein? Il va y faire méchouer avec ses couilles sur Hollywood Boulevard. La crise au Venezuela est aussi économique et humanitaire. L'accès aux denrées alimentaires, à l'eau, aux produits d'hygiène qui contraint les femmes à se laver les cheveux, aux liquides vaisselle moins coûteux. Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô. Comment avoir l'air compétent quand on ne l'est pas? Une étude scientifique montre qu'il faut s'auto-convaincre qu'on est riche pour paraître performant. Maintenant, vous savez ce qu'il faut dire à un patron avant un entretien d'embauche? Je veux que tu en profites pour lui dire combien j'ai payé ton collier. Tu veux que je colle le prix sur ma poitrine? Baissez le pont-levis, vous l'avez entendu, aujourd'hui avec nous Clara Dupont-Moreau. Bonjour Charline, et avec nous une équipe belle comme un voyage aux quatre coins du globe, comme on dit sur BFM TV. Il serait un pays où l'on joue du djembé au fond d'un bidonville poisseux pour oublier qu'on est manchot. Avant qu'un label de musique ne vous repère, c'est Jovaka. C'est moi, je me suis reconnu. Quel est le programme aujourd'hui, Jovaka? On va parler de Gilly Gallo. Il existe. Ça vous intéresse quoi? Oui, bien sûr, beaucoup, mais j'attends le développement. Oui, on verra tout à l'heure. Il ne faut pas déflorer. Non. Et puis, il existe des pays fermés au tourisme. On les trouve dans le guide du mitard, notamment. On y mange mal, on y pense mal, verrouillé par un dictateur mal sapé. Oh, Guillaume Meurice, vous êtes là? C'est mon pays, bonjour, bonjour à tous. Votre sujet Je vais vous parler des européennes aujourd'hui. Il y avait un débat ce matin à la Maison de la Radio avec plein de têtes de liste et un public de fous venus en nombre. Je viens pour la bande originale. Ah non, bon alors Nagui n'est pas tête de liste. C'est pas ça. Et puis elle serait une contrée tiède et verdoyante où la sieste et la pensée sont érigées en priorité nationale et dont la devise est travailler moins pour penser plus. Bonjour Isabelle Sorante. Bonjour Clara, bonjour les amis. Je vais vous parler de Margaret Atwood aujourd'hui. Très bien, et voici celle qui va éclairer de son savoir notre open space. Je vous laisse nous annoncer que vous êtes
Paula Vasquez, chargée de recherche au CNRS, anthropologue. Bam. La classe. Ça, France c'est Inter. clair. Charline Vanhoenacker. Par Jupiter. Bienvenue, Paula Vasquez. À mon avis, c'est faux, mais c'est classe. Effectivement, sociologue, anthropologue, enseignante, chercheuse au CNRS. Vous êtes franco-vénézuélienne et vous publiez un ouvrage intitulé « Pays hors service, Venezuela, de l'utopie au chaos », publié chez Boucher-Chastel. Paula Vasquez, vous écrivez ce livre en nous expliquant énormément de choses sur le Venezuela, le contexte, la crise actuelle, l'histoire, l'esprit du pays, et tout ça aussi à travers le jeu. Vous expliquez votre histoire, votre famille qui est toujours là-bas bien sûr, et le regard que peut avoir la France. Alors en France, on est assez peu informé sur la crise politique, économique et humanitaire qui est terrifiante au Venezuela, pays aussi devenu trop dangereux pour les journalistes, donc on leur jette pas la pierre, c'est pas qu'on veut pas s'informer, mais c'est très difficile. Pourtant l'exemple vénézuélien, il revient souvent dans les débats en France, il divise sur les thèmes de Chavez, du peuple, de la révolution, de Maduro contre Guaido, etc. Vous nous expliquez à quel point on peut avoir une vision tronquée en France de ce qui se passe là-bas, passionnée, parfois même romantique, en France. C'est pas qu'un essai, hein, donc vous parlez de vous, etc. Alors d'abord, première question, à partir d'un passage du livre sur le pétrole, où on se rend bien compte qu'on connaît peu de choses du Venezuela. Vous dites « Le pétrole est la propriété légale de tous les Vénézuéliens. Il sert à représenter l'identité du Venezuela en tant que nation. Le pétrole amène une conception de la démocratie qui relève finalement assez peu de l'accès aux droits politiques et sociaux, mais plutôt de l'accès direct aux richesses issues des ressources naturelles et à la possibilité de consommer. On voit à quel point le pétrole coule dans les veines des Vénézuéliens. Est-ce que c'est là la racine de tous les maux que connaît le pays aujourd'hui ? En tout cas, c'est pas les mots, mais c'est une explication très importante. Surtout que les critères de redistribution de la rente pétrolière sont surtout politiques. Donc, la responsabilité des hommes politiques, elle est immense. Ouais. Disons que là, c'est fondamental dans la modernité vénézuélienne elle-même. Il n'y a pas un appareil économique qui fonctionne et qu'on peut changer, mais c'est quelque chose qu'il faut décider d'être très responsable. Et là, on a une succession des choix catastrophiques au niveau politique ou économique concernant les pétroles, qui font en grande mesure les causes qui sont de cette crise. Les gens attendent la redistribution, etc. Ouais, et il y a des questions de corruption. Disons que la marge du pouvoir, elle est énorme. Le pouvoir d'un président vénézuélien de ce point de vue-là. Et là, Chavez a compris ça très vite. Ouais. Et en demandant déjà de pouvoir accéder au fonds de la Banque centrale vénézuélienne sans avoir l'accord de l'Assemblée nationale à l'époque, c'est début des années 2000. Mm-hmm. Donc, on fait une planche à billets pour financer les dépenses de l'État, et parce que justement on compte sur la production pétrolière, mais en même temps on a anéanti l'industrie pétrolière, donc c'est extrêmement paradoxal et ça a été disons très irresponsable et difficile à justifier maintenant. Maintenant on veut un peu gommer les bases de la révolution sur lesquelles elle était fondée en fait. Alors il y a des explications politiques, sociologiques dans votre ouvrage, et puis je le disais aussi à la première personne, il y a un passage dans le livre, vous dites: quand j'avais 10 ans, mes parents m'ont envoyé passer des vacances dans un camp pétrolier où habitaient des cadres de la fameuse filiale PDVSA, qui est l'entreprise. C'est la côte est du lac de Maracaibo. Vous dites: je me souviens d'un voyage que nous avons fait pour visiter la plateforme sur le lac, en particulier du bateau pour y aller, du casque qu'on m'avait mis et des mesures de sécurité. La femme de mon oncle, ma tante Lolita, participait activement à la vie associative du camp. Elle a fondé l'école maternelle du camp. On est en plein pétrole là, qui porte encore son nom. Le pétrole faisait société, et en même temps il était vu par de larges secteurs de la société comme la cause de tous les maux. Donc quand on est gamin au Venezuela, on peut passer les vacances sur un camp pétrolier. C'est comme ça que ça se passe. Surtout les dessins des enfants, c'est souvent les raffineries, les petits tuyaux avec les mèches. En fait, c'est des pays pétroliers, c'est souvent comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie de la modernité urbaine de ces pays. Et c'est pas qu'on revient là au Moyen-Âge, c'est plutôt qu'on est dans une sorte de dystopie, parce que quand tout ça ne marche pas, ça fait plutôt des paysages type Mad Max ou
Blade Runner. Voilà, parce que c'est toute une infrastructure qui est très énergivore, qui est hyper moderne et qui fait surtout société, parce qu'il y a des ouvriers, des techniciens, des écoles, et c'était très intéressant. À l'époque, on appelait ça les Venezuela saoudiens aussi, parce qu'il y a une sorte d'exubérance des richesses et des consommations, mais aussi des créations à ce moment-là d'infrastructures urbaines et décalées. Et là, en pleine crise, disons, de changement climatique, de mise en question des énergies fossiles, etc., le Venezuela peut faire penser beaucoup de choses. Au monde contemporain. On va y venir donc sur le volet politique, sur le volet de la crise humanitaire qui est terrible. On va aller dans le concret des choses. Vous allez nous expliquer tout ça pendant 1 heure. Paula Vázquez-Lezama est avec nous. Pays hors service. C'est publié chez Buchet-Chastel avec comme sous-titre Venezuela, de l'utopie au chaos. Vous écoutez Par Jupiter. Vous êtes sur France Inter. Ferdinand, Take Me Out, le choix musical de Chewbacca. Il est là avec nous. Et il est accompagné de Guillaume Meurice et d'Isabelle Sorante. Et notre invitée, Paula Vázquez-Lezama, qui est sociologue, anthropologue, enseignante-chercheuse au CNRS, qui est franco-vénézuélienne et qui vient nous parler de la situation au Venezuela, crise politique, économique, humanitaire. On va en parler tout à l'heure, bien sûr. En attendant, l'information en France et dans le monde.
Parce qu'il faut sauver l'Europe, parce qu'il faut sauver... Le journal de presque 17h17. Mettons un carton jaune au système. Parce que ces petits gars, c'est des branleurs. Ils ne sont jamais battus de leur vie. Et on commence avec les titres. Oui, on parlera du débat des Européennes qui a eu lieu hier soir sur France 2. Oui, avec une belle performance de François Lexomil. François Bayrou, vous voulez dire. Ah, pardon, parce que j'ai tendance à remplacer par le nom du sponsor. Ah oui, d'accord. Alors on parlera également bien sûr de Raphaël Xanax. Non, pas Glucksmann. Oui, Glucksmann, oui, voilà. Oui, pardon. Glucksmann, ouais. Oui, il y aura des brèves. Oui, comme l'aurait voulu évidemment Alex Poppers. Vizorek, oui, pardon, Vizorek. Poppers. Bah oui. D'accord, alors on commence avec une information média. Oui, car le CSA a annoncé que le temps de parole de Steve Bannon pendant la campagne des Européennes va être comptabilisé dans le temps de parole du Rassemblement national. Allez, Steve Bannon, c'est fait. Maintenant au tour de Pascal Praud. Extrême droite toujours. Laurent Wauquiez a tenté un petit clash dans le débat d'hier de France 2. Allez, on écoute. Laissez-moi parler, monsieur Wauquiez. Je sais que vous êtes un peu stressé, mais laissez-moi parler. Vous m'avez l'air assez agressif ce soir, encore une fois. Non, je suis pas agressif, mais j'aimerais bien pouvoir dire une phrase. Sûrement, vous n'êtes pas à nouveau dans ce tempérament du second tour de la présidentielle. Ça y est, ça faisait longtemps. Hein? Et vous savez quoi, monsieur Wauquiez, j'espère qu'un jour vous aurez la possibilité de faire un débat au second tour de la présidentielle. Allez, une belle reprise de volée, ma foi. Wauquiez, c'est le seul mec qui arrive à rendre sympathique Marine Le Pen. Belle performance. C'est vrai. Je suis sûr que vous mettez Wauquiez à côté de Francis Holm. On a envie de rouler une pelle à Wauquiez. Complètement. À noter que... Francis Holm, pardon. Bah oui, sinon la blague ne marche pas. À noter que l'émission politique diffusée sur France 2 et sur l'antenne de France Inter, elle a intéressé moins de téléspectateurs que Grey's Anatomy sur TF1. Et oui, mais il faut dire aussi qu'il y a moins de suspense. Hein. Là, on sait que c'est Benoît Hamon qui meurt à la fin. Politique toujours. Ce matin, Nathalie Loiseau était l'invitée de notre matinale sur France Inter et elle a déclaré... Moi, je travaille pas dans la communication et peut-être que je suis pas une très bonne communicante. Stop! Breaking news! Voilà une vraie info. Nathalie Loiseau n'est pas communicante. Oui, il paraît que Castaner n'est pas prix Nobel de la paix non plus. Bah si! Putain, on apprend de ces trucs, c'est la folie. Dingue. Média à présent. Ariane Chemin, la journaliste du Monde à l'origine de l'affaire Benalla, elle a été convoquée par la DGSI et c'est déjà la 8e journaliste à être traitée de la sorte sous l'ère Macron. Et toujours rien pour Jean-Michel Apathy et Christophe Barbier? Non, parce qu'a priori ça ne concerne que des journalistes. Ah d'accord, oui, effectivement. Et donc Pascal Praud? Bah non, uniquement les journalistes. Ah, que les journalistes, oui, pardon, voilà, d'accord, ok, j'ai compris. Allez, Game of Thrones à présent, car l'actrice Emilia Clarke avoue avoir regardé des discours d'Hitler pour jouer son rôle dans le dernier épisode. Ah oui, on a appris aussi que Raphaël Glucksmann a regardé des discours de Tsonga à Roland-Garros pour préparer sa conférence de presse lundi. Consommation délaissée par les consommateurs, le célèbre Chocobéen pourrait disparaître des rayons des supermarchés. Et c'est là qu'on se rend compte que Nicolas Dupont-Aignan est le Chocobéen de la politique. Technologie à présent. D'après un rapport de l'ONU, les assistants vocaux comme Siri renforcent les clichés sexistes. Ah, et parfois la technologie, ça nous casse les couilles et les ovaires. Hein, quand même. Alors attendez. Ouais. Ta blague est vraiment pourrie, Charline. L'humour, c'est un truc de mec. Qu'est-ce que c'est voilà, ça? J'ai branché en fait pour le tester. Mais c'est de la merde ce truc. Vous êtes hystérique. Ça lie à vos hormones. Mais ça va pas la tête. Débranchez-moi ce truc Allez là. vous calmer en faisant la vaisselle. Ah oui, là en fait on comprend que les assistants vocaux sont en fait les co-auteurs d'Alex Vizorek. Allez, d'ailleurs on termine par une brève, ça va nous détendre. Ivre, il vole un barbecue pour obtenir le papier administratif qu'il demandait à la mairie. Eh oui, c'est bien la France. Il y a trop de fonctionnaires musulmans qui foutent rien. Attention, vous devenez aussi con que Pascal Praud. Ah, mais bon, ça marche bien finalement. Non, c'est bien, c'est très bien, merci. Merci Guillaume, 17h25 sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter, en compagnie de la sociologue anthropologue Paula Vasquez-Lezama. Et nous allons aborder ce premier sujet avec vous, les amis. Le Venezuela est déchiré entre deux présidents. Il y a Nicolás Maduro, qui est soutenu notamment par la Russie, la Chine, Cuba et Jean-Luc Mélenchon. Tandis que Juan Guaido serait le candidat de Washington, de Macron, de l'Europe et de 50 autres pays. Guaido accusé de fomenter un coup d'État. La situation dure depuis le mois de janvier et le scrutin présidentiel contesté. Comme au beau vieux temps du scrutin à l'UMP. Vous savez, les deux présidents, il y avait Fillon-Copé. Sauf que c'est version vénézuélienne. Et là, c'est pas la même musique. Si vous parlez, on va vous fusiller. Si vous ne parlez pas, on va vous fusiller aussi. Mais très lentement. On commence par une balle dans les genoux, puis une autre dans le foie. Vous êtes venus désarmer la révolution. Vous, les Français, vous êtes à la botte des Américanos. Non, vous confondez avec les Anglos. C'est un extrait de la série Au service de la France, diffusée sur Arte. Paula Vasquez, vous évoquez dans votre livre Pays hors service le regard que porte la France sur le Venezuela. Et autant c'est un pays qui nous paraît lointain et dont on connaît, nous, peu de choses ici, ou mal, on l'a vu avec vous tout à l'heure dans la première partie de l'interview, autant c'est un pays qui est ancré dans le débat en France. Les politiciens français se
sont même mêlés de choisir leur camp entre Nicolas Maduro ou Juan Guaido. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le malaise que ça peut procurer pour vous, en tant que chercheuse, de ce regard des Français qui prennent tellement de passion pour ce pays? J'ai essayé d'écrire les livres sans un ton de règlement de compte. Mais c'était dur. C'est à vous, lectrice, de me dire si j'ai réussi, parce que c'est pas mon style. Sans être à charge, sans prendre parti. Voilà, mais parfois c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a cette fascination de Chavez, qui était un homme politique extraordinaire, leader, charismatique, etc., et qui a séduit ou aussi fait des choses extrêmement pratiques, j'imagine, vis-à-vis des soutiens des mouvements politiques dans le monde. Ça, c'est un peu à voir. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est ce qui se passe à l'interne. Et ces prises de position passionnées, tout de suite, plus que passionnées. C'était parfois extrêmement sûr. Genre, je vais vous expliquer, madame, ce qui se passe dans votre pays. Avec beaucoup d'erreurs, avec beaucoup. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez difficile à gérer, mais il fallait le faire en mobilisant des données, parce que c'est mon travail, mais aussi en disant, et là, l'anthropologie permet de se mettre un peu plus, peut-être par un biais de la réflexivité, sur qu'est-ce qu'on subit lorsqu'on fait un terrain. Et là, c'est faire un terrain chez soi. Alors après, vous expliquez aussi bien dans votre livre combien le Venezuela souffre de clichés, parce que notamment vous expliquez que le chaos en fait démarre à la mort de Chavez en 2013, que c'est le début de la dégringolade, et vous rappelez quand même aussi qu'il a beaucoup été présenté, mais il s'est présenté aussi comme ça, comme un socialiste révolutionnaire, et vous répétez que c'est un militaire extrêmement nationaliste et brutal, et partisan du coup d'État comme moyen d'action politique. Donc on voit que votre pays souffre de toute cette tonne de clichés en fait, aussi entretenu par les hommes politiques eux-mêmes. Et ça fait que ça soit extrêmement difficile, inintelligible, et rendre l'intelligibilité, parce que même pour les Vénézuéliens, ce n'est pas facile de l'expliquer, parce que ça a été un pays, c'est un problème, entre guillemets, c'est-à-dire il n'y avait pas cette histoire déjà toute écrite comme d'autres pays. On n'a pas des Incas, des Aztèques, des conquistadors, c'est une autre chose. C'était déjà une exception en Amérique latine. Et par rapport à ces clichés, oui, disons qu'il y a différents mondes. Il y a la question du monde politique. C'est la question de l'entrée de Chavez comme une figure dans la politique française qui nous a laissé, à nous, Vénézuéliens, extrêmement épatés, étonnés, parce qu'il y avait donc des hommes politiques qui s'appropriaient d'un discours que c'était déjà partisan chez nous et qui était extrêmement chargé idéologiquement, sans aucune distance. Et ce qui est assez insupportable, c'est les mépris pour la souffrance du peuple vénézuélien, parce qu'à ces moments, chavistes et non-chavistes sont en train de crever des faim et des pénuries. Donc, ne pas reconnaître, parce que là, donc, on rentre dans un biais tellement idéologique qu'on est dans les dénis d'une situation, et donc on peut vous mettre en cause des données dures, des taux de mortalité infantile, des choses qui sont réelles. Donc on rentre dans une sorte de pourquoi est-ce qu'on doit, c'est comme si on doit justifier avec 3 fois plus de données et des démonstrations une situation qui ici serait avec un petit chiffre. On fait toute une histoire. Nous, les Vénézuéliens, on doit montrer 3 fois que c'est très grave, quoi. Et la réalité, le concret, la chair de la situation, on va en parler avec vous dans quelques instants. Paula Vázquez-Lezama. Juste avant, il y a, pour adoucir tout cela, la musique avec Chewbacca. Eh oui, parce que outre le boxon que vit le Venezuela à l'intérieur de ses frontières, ce qui frappe aussi dans cette crise, en fait, c'est aussi le déplacement de toute une population. Et l'ONU estime qu'il y aura quand même plus de 5 millions de réfugiés et de migrants vénézuéliens à la fin de l'année. C'est la magie de Noël, quoi. Et du côté de la musique, toutes les vagues de migration dans le monde ont généré, en fait, l'émergence d'un nouveau son et de nouveaux métissages. Parce que la musique, c'est souvent un des premiers points de rencontre entre des gens qui se connaissent pas. Donc on espère qu'il se passera vraiment quelque chose, parce qu'elle devient, en fait, le porte-parole de ceux qui ont plus de voix. Donc, il y aura forcément un son qui va émerger de tout cela. Mais bon, autre son, autre continent. Aujourd'hui, je jacte de Djili Yalo. Il est né en Éthiopie au début des années 80. Toute la population éthiopienne connaît alors une famine redoutable. C'est l'époque où Michael Jackson, il chante We Are the World. Et en 1984, Israël lance une opération qui s'appelle l'opération Moïse et qui ramène 8000 réfugiés juifs éthiopiens
en Israël, on les appelle les Falassa. Et Gili Yalo, quand il débarque là-bas, il a 5 ans, et il va grandir vraiment en choisissant de rejeter en fait ses racines africaines. Il passe son adolescence à refuser de parler l'amharique, c'est le langage éthiopien, Guillaume. Et il ferme la porte dès que sa mère passe un disque de musique éthiopienne. Et c'est une façon de choisir, de vivre son intégration, mais il y a toujours un moment en fait où vous racines et elle ramène le bout de leur branche comme ça, puis elle court sur vous comme du lierre grimpant. Et pour changer de braquet, en fait, il faut un déclic. Et c'est encore le prophète jamaïcain Bob Marley qui va réveiller tout ça, un disque acheté dans un marché. Parce que le discours de Marley, en fait, c'est celui du retour aux sources. Et c'est aussi une sorte d'émancipation pour tous les relégués de la terre. Et Gili Yalo, ils font tout de suite un groupe de reggae. Alors j'adore le nom, ça s'appelle Zulon Dub System, c'est impossible à dire. Et au même moment où monte ce groupe, en fait, en 2013, la communauté des Juifs éthiopiens commence à avoir pas mal de soucis sur place. Répression policière, il y a même des villes, en fait, où les municipalités passent des accords avec des bailleurs locaux pour que cette communauté, n'ait pas accès à des logements. Et c'est le début, en fait, d'une vraie prise de conscience pour lui qui va se traduire en mélodie combattante. Et là, pour lui, ça va super vite. Il chope une guitare, il savait pas en jouer avant, mais il apprend l'amharique, Guillaume, c'est le langage de l'Éthiopie. Il ouvre enfin les caisses de disques de sa mère, il rencontre un producteur, Ruth Mapoul, il chante en anglais, en hébreu, en amharique donc, et il métisse sa musique avec du feed incroyable, du groove en fil. Il est toujours chapé comme un Miller et tout. Et il va faire péter son empreinte carbone de façon énorme puisqu'il va avoir une tournée mondiale et un succès énorme aussi à ce moment-là. Blablabla, blablabla, blablabla. Mais demain, vous trouverez dans les bacs le nouveau EP de ce garçon qui a pour titre Made in America, le langage éthiopien Guillaume, et qui a été enregistré au Texas avec des producteurs très connus là-bas, les Nile City Sound, qui disent rien à personne ici, mais qui sont super, et qui font des disques avec du matos des années 60-70, donc un poil de rock, de funk et de soul. Et pour ces Texans, en fait, la grammaire de la musique éthiopienne a été une découverte, c'est-à-dire que ça cause pas du tout pareil, ça chante pas du tout pareil, et on n'écrit pas la musique pareil. Donc c'est un solfège avec des allures d'extraterrestre. Et la chanson qui ouvre cet album, qui s'appelle Siou, que l'on peut traduire par d'être humain à être humain, reprend en fait une idée hyper utopique et réjouissante d'un monde sans frontières, d'une libre circulation et de la disparition de l'idée de la peur, comme le disait Marley. La peur, c'est le pire ennemi de l'homme. J'aurais bien aimé être une souris et assister vraiment à cet enregistrement et voir les ricains et les chanteurs israélo-éthiopiens réussir à joindre les deux cultures et les deux manières de faire. Bon, les 4 titres, ils ont quand même été bouclés en 5 jours, avec des journées de 14 heures au compteur. C'est-à-dire que là, pour se comprendre, il y avait du boulot, mais comme quoi, on n'a pas forcément besoin d'attendre des siècles pour se comprendre, justement.
Chewbacca. Exactement. Medine, America, et la chanson c'est... comment ça s'appelle cette chanson? Vous êtes fort. Ouais, c'est en Amérique. Le P sort demain, donc de Gilly. Alors merci beaucoup. Merci Chewbacca. Et on peut écouter le premier album aussi. Carrément, on peut faire ce qu'on veut. Ouais. Faire ce qu'on veut. Carrément, on est libre. Vous écoutez par Jupiter, par Jupiter aujourd'hui. Escucha esa à France Inter, grâce à Paola Vázquez-Lezama, sociologue, anthropologue, franco-vénézuélienne, chercheuse au CNRS. On va continuer à parler du Venezuela, mais avant cela... Si. Il y a El Che Guevarito. Moi je vais vous parler des européennes aujourd'hui avec ce suspense insoutenable, le duel Francis Lalanne, François Asselineau. Putain, Hitchcock en a rêvé, Giscard l'a fait, c'est ça l'Europe. C'est incroyable, cette élection passionne les foules. Je vous rappelle qu'il y a un projet de comédie musicale à Broadway avec Nathalie Loiseau qui va chanter Mon truc en plume, évidemment. On n'est pas avare de jeux de mots par ici. Il y a des débats partout dans les rues, les gens sont comme des malades. Ouais, t'es pour les taux dérogatoires des indexés, mais je vais te casser la gueule. L'Union européenne, c'est moi. J'ai entendu ça. J'ai vu des gens se battre à coups de directives européennes sur la stérilisation des blattes dans les TPE du BTP. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Le Venezuela à côté, je vous le dis, c'est Candy au pays des bisounours. Ce matin était organisé au studio 104 de la Maison de la Radio une émission spéciale pour France Info avec plein de têtes de liste. Un studio 104 chauffé à blanc. Des gens qui ont attendu des heures, des débats passionnants. Et certains qui supportent pas toute cette pression et qui se cassent avant la fin. Non, j'ai un rendez-vous de dentiste. Ah merde. C'est dommage. Vous essayez pas de fuir quand même le débat. Non, je n'aime pas du tout. Ouais, c'est dommage parce qu'il est parti juste avant de voir Jordan Bardella. Et c'est vraiment con. Parce qu'il est beau, Jordan, il est beau. Il a le physique de Gosling et l'héritage de Göring. Alors, à noter ce matin, beaucoup de jeunes, beaucoup de profs qui se sont dit, tiens, pour intéresser les jeunes à l'Europe, je vais leur faire suivre un débat de 5 heures avec Nicolas Dupont-Aignan. Bien vu. Ça, c'est une bonne astuce et les jeunes étaient ravis. Oh bah oui, ça nous fait plaisir. Puis pour nous, c'est rigolo à notre âge de voir les grandes têtes de liste, tout ça. Donc c'est marrant. Bah oui, en vrai, c'est assez impressionnant aussi. C'est qui le plus impressionnant ou la plus impressionnante? Ce sera Nathalie Loiseau quand même. Pour moi, c'est la plus impressionnante. Eh oui, évidemment, elle était là, la Mbappé de la Bourde. C'est vrai, c'est quand même vrai que dans sa campagne, il y a plus de boulettes que dans le couscous de Florian Philippon. Et c'est ça qui impressionne. Nous, dans notre émission pour les Bourdes, c'est vrai qu'on a Clara qui a l'habitude de se tromper dans le nom des invités. Par exemple, toute la journée, elle vous a appelé Barbara Velasquez. Bon, voilà. Mais alors, parce qu'il faut quand même rétablir la vérité. Mais à côté de Nathalie Loiseau, vous êtes un modèle de tact et de précision, Clara. Nathalie Loiseau, c'est une œuvre. Et d'ailleurs, les jeunes l'aiment. Je suis très très content de l'avoir. Je la suis beaucoup sur Twitter. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qu'elle raconte, Nathalie Loiseau, sur Twitter? Des choses sur la politique qui sont vraiment très très bien. Qu'est-ce qu'elle a dit dernièrement de bien, Nathalie Loiseau? Je m'en rappelle pas trop parce que... Ouais, comme elle dit tellement de trucs de bien, on sait plus. Ouais. C'est ça qui est compliqué avec Nathalie, elle dit tellement de trucs bien qu'ils l'ont remplacée par François Bayrou hier. Quand même. Ils ont tellement confiance en elle qu'ils se sont dit on va essayer de trouver encore plus cramé que Nataloche. Et je pense qu'ils ont hésité entre Bayrou et les lapins crétins, mais ils n'étaient pas dispo. Donc ce jeune aime Nathalie Loiseau. Oui. Bon, et là il y en a d'autres ce matin. Il y a même Francis Lalanne. Est-ce que vous voyez qui c'est, Francis Lalanne? Je le connais aussi, mais je sais pas. C'est pas. Je préfère Nathalie. Putain, là on a vraiment affaire à un jeune radicalisé, un mec qui a fait allégeance à la République en marche. Il est capable de se faire sauter dans sa start-up avec un smoothie chocolat de banane. Ça, c'est une jeunesse qui s'engage. Alors, ils avaient tous un t-shirt avec un drapeau européen et la mention « Je suis ambassadeur junior ». Qu'est-ce que ça veut dire? On sait pas. Moi, je sais pas quand on a dit. Comment ça, vous savez pas? Vous avez tous un t-shirt avec marqué « Je suis ambassadeur junior ». C'est pour voir les politiciens. Et ils vous ont donné juste un t-shirt avec marqué « Je suis ambassadeur junior ». Mais qu'est-ce que c'est concrètement un ambassadeur junior? Je sais pas. Alors attention, si vous portez des t-shirts avec des trucs, vous pigez pas, parce que ça peut avoir des conséquences. Je pense notamment aux joueurs de l'équipe belge de foot. On voit bien qu'ils sont retrouvés là par hasard. Un peu de somme ne fait jamais de mal. C'est ça aussi l'Europe, c'est ça aussi. Alors qu'est-ce que c'est ambassadeur junior? Je suis allé voir une accompagnatrice. Les ambassadeurs juniors, ils sont chargés de faire rayonner un petit peu tout ce qu'ils savent sur l'Union européenne. Mais alors là, ils n'étaient pas au courant. Alors, pourquoi ils sont pas au courant? C'est parce que ils ont été raccrochés au projet un petit peu en cours d'année. Voilà, on leur a pas dit ça. Voilà, on leur a mis des t-shirts. On les a foutus dans le public parce que sinon, entre les fans d'Asselineau et de Bellamy, on avait quand même la moyenne d'âge des auditeurs de France Musique. Donc c'est le studio 104, c'est pas un EHPAD, merci beaucoup. Et puis c'est pour l'Europe. D'ailleurs, les t-shirts, ils sont fabriqués où? C'est une bonne question. J'ai un doute, mais pourquoi pas? Ouais.
Ah ben on peut faire un pari, oui, on peut regarder. Non, il n'y a rien écrit. Ah si, c'est écrit Made in Bangladesh. Ah, Bangladesh, on n'était pas loin alors. Ouais, Bangladesh, c'est pas très loin de l'Europe. Tout est une question de perspective. Voilà, c'est une question de perspective. Et aussi d'avoir une Europe qui sert juste au business, mais pas à sauver l'Aquarius, ni lutter contre les inégalités. Vu la gueule de l'Union européenne par rapport au projet de départ, il n'y a plus que l'hymne qui a la joie. Merci Guillaume Meurice. Et on embrasse tous les ambassadeurs du Bangladesh qui se baladaient ce matin à Radio France. Il est 17h42, vous écoutez bien France Inter par Jupiter avec Paula Vasquez qui est sociologue, anthropologue, chercheuse au CNRS et qui vient nous parler du Venezuela. Alors les Vénézuéliens manquent de tout. De nourriture, de médicaments, d'accès à l'eau. Au pays où les femmes vouent un culte à la beauté avec un record de Miss Monde et de Miss Univers, elles doivent renoncer aujourd'hui aux produits d'hygiène élémentaire. Quand on a la chance de pouvoir se laver les cheveux aujourd'hui, c'est aux produits vaisselle parce que le shampoing coûte un salaire mensuel. D'autres se les font couper pour pouvoir les vendre. Alors qui aujourd'hui porte les cheveux de Miss Univers en moumoute aujourd'hui? Question, réponse. Et moi Jean-Claude, franchement, sans vouloir te vexer, on trouve que ça se voit énormément. Un peu quoi. Quoi? Ta réchauffante. Ah bah heureusement, c'est le principe qu'on a développé avec mon équipe. L'idée c'est d'avoir une utilisation fun du cheveu. D'ailleurs on a appelé ça les Funny Wigs. Tu changes de veste, tu changes de cheveux. C'est un peu la Swatch de la tête si tu veux. Mais ça marche ton truc? Aux US ça démarre en flèche. On a même des touches avec l'armée. Balasco, Michel Blanc, Gérard Jugnot. Les Bronzés 3, le film de Patrice Lecomte. Alors, Paula Vasquez, est-ce qu'il est vrai qu'au Venezuela, en ce moment, avec la crise économique et humanitaire, il y a des files interminables devant des supermarchés qui ne sont pas achalandés, où il n'y a pas grand-chose, où on peut essayer d'acheter ce qui reste de papier cul par rouleau ou par feuille, qu'on peut acheter le déodorant par pchit dans la rue, qu'on manque de tout, de médicaments, C'est ça la situation aujourd'hui. C'est ça, surtout la perte du pouvoir d'achat, parce que peut-être parfois il y a les produits, mais on peut pas les acheter. Donc là, et il y a aussi cette question de la distribution et les contrôles de l'approvisionnement par les chaînes étatiques qui font qu'il y ait beaucoup de queues devant les magasins où il y a les produits à prix régulés, comme on dit. Donc parce que c'est pour acheter pas cher, disons, on peut faire la queue, et donc ça produit des situations assez absurdes. C'était le pot de Nutella chez nous, mais en beaucoup plus grave chez vous. Lorsqu'on fait cela, les produits deviennent très chers lorsqu'on les change après, parce que si on a fait 15 heures ou 20 heures de queue pour acheter un paquet de café à prix régulé, et après on peut les revendre. C'est donc il y a une sorte de rupture du système des équivalences et de la valeur même de la monnaie. Et il y a eu 3 changements de monnaie les 6 dernières années en fait, et ça fait que 2, mais ça fait donc la perte de la valeur de la monnaie, c'est quelque chose d'assez incroyable. On achète même l'argent qui sort du distributeur, parce qu'il y a peu de liquide. Exact. Ou sinon, avec l'hyperinflation, parce que c'est 1,3 million d'hyperinflation, ça fait que lorsqu'on va peser un produit dans la balance du supermarché, il n'y a pas assez de zéros, ou il faut passer plusieurs fois la carte. On a détruit aussi les manières des paiements, les manières de régler, les formes des paiements, comme on dit. Donc ça fait que c'est par transaction, par virement bancaire, il y a déjà les cartes de crédit les plus importantes, là, les grandes entreprises américaines qui vont partir, donc les gens vont rester sans carte de crédit. Et aussi, tout un système. Quelque chose de très frappant, l'Associated Press a rencontré notamment dans un article une jeune fille de 16 ans qui a coupé et vendu ses cheveux pour $100 pour acheter de la nourriture et un téléphone portable, et ses cheveux sont revendus où? En Afrique. Donc en fait, c'est un peu comme si quelques Africaines portaient les cheveux de Miss Univers. Disons qu'on rentre très mal dans la mondialisation. Hein. Le Venezuela, c'est la mauvaise porte de la mondialisation. Ça, c'est une chose. Il y a aussi tous les réseaux d'esclavage sexuel et de prostitution. Et de trafic d'organes aussi. Il y a trafic d'organes, et il y a des journalistes anglais qui ont fait un travail sur la question des cartels mexicains qui commercialisent donc des femmes vénézuéliennes pour la prostitution. C'est déjà au Mexique, et à Trinidad et Tobago aussi. Plus un phénomène des boat people, des gens qui essayent de fuir à Trinidad, aux îles de la Caraïbe en fait. Et là, les gens sont extrêmement vulnérables et assujettis, ils sont exploités. Encore une question, vous expliquez dans votre livre Pays hors service, parce que vous expliquez le contexte, l'histoire, la situation d'un point de vue sociologique, anthropologique, mais aussi avec votre expérience personnelle. Vous commencez le livre en disant que vous envoyez à votre famille des colis et que ça estomaque vos collègues qui disent « mais enfin, à ce point-là ?» Bah oui, à ce point-là.
là. Mais qu'est-ce que vous mettez dedans, dans ces colis que vous envoyez Disons que ça dépend. Ça dépend de la pénurie là-bas, mais c'était surtout à ces moments-là, parce que là, j'envoie avec des amis qui sont très généreux avec leurs valises pour les médicaments de ma mère. Mais à ce moment-là, c'était des protéines surtout, des boîtes de sardines, etc., ce qui est absurde parce que c'est un pays de combien de kilomètres des côtes. Enfin, c'était surtout des boîtes des protéines, du sucre des conserves, parce que le sucre, c'est un bien rarissime, en fait, je l'ai dit d'ailleurs. Du miel, donc c'était du miel et des sardines. Paula Vázquez-Lezama avec nous, on vous recommande son livre si vous voulez comprendre et à travers son histoire aussi. Ça plombe Non, l'ambiance. mais c'est intéressant. C'est très intéressant. Ne t'inquiétez pas, on a aussi les brèves des Vizorek qui plombent l'ambiance. On a gagné au change. Mais après la misère, ça fait des bons musiciens. Donc pour les années d'après, Joe, il prend des notes. Non, on est très intéressés par ce que vous expliquez. Pays hors service chez Bûcher-Chastel, Paula Vázquez-Lezama et Isabelle Sorante avec nous. Vous l'avez sur les pompes cette émission. Je sens que ça vous rend triste, mais vous avez fait une chronique quand même. En fait, non, Paula Vázquez, vous parliez tout à l'heure de dystopie, enfin de paysage à la Mad Max. Alors, c'est ça. Enfin, moi, je pense que ça nous parle tous énormément parce que c'est une espèce de faillite. Du coup, aujourd'hui, moi, je vais parler de Margaret Atwood, qui est aussi un auteur qui a évidemment fait beaucoup de dystopie et qui s'intéresse, je pense, beaucoup à tout ce qui est les limites, en fait, de nos systèmes politiques. Alors, le dernier livre qu'elle sort, est plutôt drôle, en fait. Donc, il est drôle. C'est plutôt une mise en abîme qu'un roman dystopique. C'est de la bonne déconne, quoi. Oui, non, mais c'est marrant. En fait, c'est vrai. Donc, ça va pas parler de la condition des femmes ou de la destruction du monde comme la trilogie des Mad Adam. Ça va parler de théâtre et de la puissance des acteurs et de la puissance du rêve. Mais ça a commencé là ou pas? Oui, en fait, l'air de rien. En fait, j'ai zappé un peu le début parce que je veille au temps et je me suis dit, j'ai discuté, donc j'ai compté dans mon... Donc voilà, ça a commencé. Le dernier roman, il s'appelle donc Graines de sorcière. Et Charline, je vous ai déconcentrée. Et donc, en fait, c'est ça. Et en fait, cette fois-ci, elle part sur une hypothèse qui est la tempête de Shakespeare. Alors, la tempête de Shakespeare, je fais un bref résumé. Ne vous inquiétez pas, ça va aller vite. Oh non, donc, la tempête de Shakespeare, c'est l'histoire de Prospero, un magicien philosophe qui était duc de Milan et qui va être trahi par son frère et qui du coup échoue avec sa fille Miranda sur une île, et dans cette île, il va asservir deux créatures, on va dire un peu fantastiques de l'île, un qui s'appelle Caliban, qui est une espèce de monstre très violent, et l'autre qui est un génie de l'air qui s'appelle Ariel. Donc Prospero, le philosophe, on va dire banni, les a servis, de sorte quand son frère et l'équipe qui l'a trahi va passer aux alentours de l'île, il va pouvoir provoquer une tempête qui va les amener à faire naufrage sur l'île, et il va pouvoir se venger. La vengeance, Clara. Je sais que c'est un thème que vous aimez. Et là, voilà. Mais c'est vrai. Je pose ça là. Donc là, Margaret Atwood, ce qu'elle fait qui est assez génial, c'est que par une sorte de magie, Prospero devient Félix, un metteur en scène de théâtre assez génial, qui en fait est planté par son meilleur ami homme d'affaires, qui le fait virer du théâtre. Du coup, Félix a une dépression nerveuse, comme en plus il a perdu sa femme et sa fille qui sont mortes. Il est très triste. Sinon, c'est drôle. Oui, non, mais c'est plutôt drôle par rapport aux autres Atwood, car je vous assure. Il y a du dialogue, il y a bon. Et en fait, il va s'en sortir en faisant des cours de théâtre en prison, dans un pénitencier. Et au bout de 12 ans, il décide, non mais je vois, mais ça vous fait rire. Non, mais pas au Venezuela. Voilà. Ça aurait pu être pire, ça aurait été au Venezuela. Voilà. C'est un peu au Canada, et il décide de monter la tempête. Et c'est là que son pire ennemi, qui est devenu ministre de la Culture, va visiter la prison. Donc il va se servir de la pièce de théâtre pour se venger. Donc je vous dis rien de plus, c'est juste magnifique, et ça va aussi parler de pardon. Alors là, je reviens un peu à mon texte quand même.
Voilà. Ça sert à rien que vous écriviez. Ouais, parce que là, je suis partie d'en raconter ce roman que j'ai trouvé génial. Allez, on vous donne encore une petite minute. Voilà. Et donc, très rapidement, ce que je voulais, c'était parler aussi des autres romans d'Atwood. Parce qu'il y a un point commun. C'est-à-dire que les personnages d'Ariel et de Caliban qui sont interprétés par les prisonniers, ils vont devenir là des espèces de personnages de chamans un petit peu malheureux, un peu exilés, et c'est des personnages qu'on voit dans tous les romans d'Atwood. Et ce qu'il y a de génial chez cet auteur, un de ses premiers romans s'appelait Faire surface, ça parlait d'une femme qui allait découvrir sa puissance spirituelle. Ensuite, il y a eu ces grands romans qui s'appellent Œil de chat, Le tueur aveugle, et ensuite on est arrivé aux dystopies, la trilogie des Mad Adam et La Servante écarlate. Et aujourd'hui, avec ces derniers romans, elle est dans quelque chose d'un peu plus dialogué, je dirais d'un peu plus léger. Et bizarrement, il y a une unité. Chez Margaret Atwood, ça fait un petit peu penser à Stanley Kubrick. C'est-à-dire, Kubrick, on dirait qu'il n'y a rien à voir entre Barry Lyndon et Eyes Wide Shut. Et elle, c'est ça. On dirait qu'il n'y a rien à voir entre Graines de sorcière et La Servante écarlate, parce qu'à chaque fois, elle va recréer un univers. Le style est différent, l'époque est différente, les mondes sont différents. Mais en fait, cette magie de l'esprit, le fait de recréer des mondes à chaque fois, le fait de finalement toujours être dans la puissance du rêve sur la réalité, eh bien ça fait que Margaret Atwood n'est pas une graine, mais une des sorcières les plus puissantes de notre grand pénitencier. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, Charles. Merci Isabelle. Isabelle est merveilleuse, elle n'a pas lu ses notes. Vous avez tout raconté sans notes. Oui, c'est très fort. Ça m'a passionnée. Rappelez-nous les références du Graines livre. de sorcière et tous les romans de Margaret Atwood. C'est comme du Stanley Kubrick, vous pouvez y aller les yeux fermés. Merci Isabelle. Arrêtez de vous faire chier à écrire des chroniques parce que vous le faites très bien sans papier. Je crois que je vais changer de style. Vous êtes douée pour ça. C'était comme vous êtes. 17h53 sur France Inter, il nous reste quelques... Ouais, graine de temps. Oui, parce qu'alors une étude qui a été menée au Mexique d'ailleurs et aux États-Unis a été publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology et elle montre qu'une personne de rang élevé a tendance à se surestimer. Donc cette personne prend la parole facilement, d'un ton assuré et résultat tout le monde se dit « Oh, mais quel cerveau !» Donc la richesse agit comme une sorte d'auto-hypnose, rapporte le journal Les Échos, et il suffit donc de se persuader qu'un Bolloré sommeille au fond de soi pour avoir la win. Alors, on va pas mettre de son, on n'a pas le temps, mais la première question. Allez-y. J'ai fait le geste. Alors, Paula Vasquez Lezama, vous êtes donc sociologue, anthropologue, on le rappelle. Est-ce que vous êtes surprise par cette idée que la richesse crée l'illusion de l'intelligence? Non, pas du tout. Justement, c'est l'une des choses sur lesquelles, lorsqu'on crée cette illusion permanente des richesses, et surtout quand ça s'effondre, parce qu'au moins s'il y a des bases, c'est-à-dire si les comptes en banque, il est vrai, mais dans le cas du Venezuela, si ça n'existe même pas, donc l'effondrement, il est énorme, mais il y a quelque chose à poser des questions par rapport à la richesse, et est-ce que la consommation, c'est vraiment les développements, entre guillemets? Ah, c'est une vraie question. Mais vous dites aussi que c'est la petite bourgeoisie du Venezuela qui a pris de plein fouet la grande dégringolade du pays. C'est ça, c'est la petite bourgeoisie. Mais disons que c'est la disparition de l'ancienne classe moyenne qui avait travaillé, eu des mairies, des professions de carrière, etc., et qui a vu disparaître son épargne, ses logements, etc., pour faire apparaître une nouvelle classe sociale qu'on appelle la bolibourgeoisie, qui a su s'enrichir de tous les contrats et les octrois des devises obtenues de la rente pétrolière à taux préférentiel et faire des business avec ça et surtout s'enrichir des détournements de fonds de l'État immenses. Quoi. Et vous expliquez aussi dans votre livre à quel point vos parents vous ont éduqué sans verser dans ce consumérisme dans lequel beaucoup de gens plongent parce qu'il y a la manne du pétrole et que tout ça on n'avait pas de Barbie, pas de Mickey, mais bon. C'est très intéressant, je rappellerai les références à la fin de l'émission. Paula Vasquez Lezama, vous êtes chercheuse au CNRS et comédienne avec nous si vous voulez bien jouer. Tous les jours, on propose un petit sketch pour finir l'émission à l'invité. Alors cette semaine, Mediapart a révélé que François Ruffin et son journal Fakir ont été espionnés par le groupe LVMH pendant qu'il tournait son film Merci Patron. Alors on s'est demandé à quoi ça devait ressembler ces écoutes. Paula, Charline et moi sommes 3 espions en charge d'espionner la rédaction de Fakir. Michel, fais passer les petits fours. Attends, je te resserre aussi une coupe de champagne. Taisez-vous, je n'entends pas bien, Ruffin. Mais qu'est-ce que ça dit chez Fakir ?
J'entends François fait passer les chips. Ah, salaud, je savais. Eux aussi, ils prennent l'apéro. À tous les coups, ils vont se torcher au Ricard. Apparemment, ils sont en pleine conférence des rédactions. Oh, mais pour parler de quoi? La qualité des merguez dans les manifs? Dans les Échos, j'ai lu un excellent article sur le marché des verrines. Ouais, repasse-moi plutôt le saladier de caviar. Ouais. C'est bizarre, dans la conférence, on dirait qu'il y a plein de bénévoles. Oh, ces gens-là n'ont décidément aucune notion de la valeur travail. Hein. Je comprends pas bien ce qu'ils disent. On dirait qu'ils ont tous un accent. Ouais, c'est le problème avec la classe ouvrière. Ah ça. oui, alors qu'à Paris, dans le 16e, on n'a aucun accent. On dirait qu'ils parlent de lutte sociale. Oh, les cons, ils se croient au Venezuela. Non, c'est pire. C'est la Picardie. Oh là là là. Alors qu'on est si bien à Neuilly. Ils bougent. Ils sont en train de vanter les mérites du secteur du luxe. Chez Fakir. Sans doute pour évoquer les derniers Sarwell de chez Tati. J'entends des mots bizarres dans leur bouche. Comme quoi? Christian Dior. Oh non, vous devez confiance avec le Christian Dior. Ah ouais. Non? Louis Vuitton. Oh là là, ça sent pas bon, là. Faut prévenir le chef. Ah oui. Attendez, ils disent merci patron. Ah, voilà, enfin un peu de reconnaissance envers le patronat. Attends, méfions-nous, c'est peut-être un piège. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, ben on ouvre une bouteille de Château d'Yquem. Ouais. Non, je voulais dire, qu'est-ce qu'on fait par rapport à Fakir? Ah ben, on envoie notre compte-rendu à Bernard Arnault. Oui, oui. C'est tout? Ah non, je sais, on les convoque à la DGSI. Excellent, ça leur apprendra à faire leur métier de journaliste. Merci beaucoup, merci Paula Vasquez-Lezama. Je rappelle que vous êtes sociologue, anthropologue, enseignante chercheuse au CNRS et que vous publiez Pays hors service, Venezuela de l'utopie au chaos. Vous recontextualisez, vous parlez politique, sociologie et vous appelez ça d'ailleurs une auto-ethnographie, c'est ça? Oui, c'est parler de soi-même lorsqu'on fait son enquête en fait. Qu'est-ce qu'on vit soi? Exactement. C'est paru chez Buchet-Chastel. Merci beaucoup. Merci Clara Dupont-Mono, merci Isabelle Sorante, Djoubaka, Guillaume. On se retrouve bien sûr demain en compagnie de Mathieu Vidard, notre camarade de France Inter. Et on va vous laisser le mot de la fin, Paula, sur la situation au Venezuela. Ce qui est assez insupportable, c'est les mépris pour la souffrance du peuple vénézuélien, parce qu'à ces moments, chavistes et non-chavistes sont en train de crever des faim et des pénuries. Elle prend tout votre temps et vous empêche parfois même de dormir. Vous feriez tout pour qu'elle grandisse dans les meilleures conditions. Votre entreprise, c'est votre bébé. Alors, au Crédit Agricole, nous agissons chaque jour pour vous aider à la protéger et la développer. C'est ça, être la banque de tous ceux qui entreprennent. Crédit Agricole, toute une banque pour vous. En mai, Arte vous invite au Festival de Cannes avec une programmation cinéma exceptionnelle. Découvrez ou redécouvrez de grands films qui ont marqué la croisette. Le Client, Restez vertical, Personal Shopper, Diamond Island et encore plus de cinéma sur arte.tv. Jusqu'au 31 août, en exclusivité sur arte.tv, laissez-vous embarquer dans l'univers du réalisateur Quentin Dupieux avec 3 comédies décapantes. Wrong, la série Wrong Cops et Rubber. Arte, vous aimez déjà. Les éditions Radio France présentent Narcisse n'est pas égoïste, un livre de Fabrice Midal. On le croyait égoïste, trop amoureux de lui-même, c'est un malentendu. Fabrice Midal revisite l'histoire d'un mythe dont notre époque a tant besoin. Narcisse n'est pas égoïste de Fabrice Midal, une coédition France Culture.